Bon matin ou après-midi, dépendamment d'où que vous vous trouvez. Donc, bienvenue à cette présentation de la collection des intervenants d'importance. Cet événement est disponible en anglais et en français. Pour avoir accès à l'interprétation simultanée, vous pouvez, dans le bas de l'écran Zoom, choisir l'option d'interprétation et la langue de votre préférence. Et si vous ne vouliez entendre que l'interprétation pendant que c'est disponible, de mettre en sourdine l'audio original. Dans les contrôles de votre réunion, cliquez sur Interprétation, cliquez sur la langue que vous souhaitez entendre et pour entendre uniquement la version traduite, cliquez sur Désactiver le son de l'audio original. Mon nom, c'est Jessica Hennen, directrice de communication pour la Coalition canadienne des politiques sur les drogues. Je vous rejoins aujourd'hui de la très belle territoire des Premières Scènes qui est connu sous les noms coloniaux de Whitehorse, au territoire du Yukon. En débutant, je veux vous rappeler que les personnes qui ont mis en place les premières lois coloniaux sur l'utilisation des substances au Canada l'ont utilisé expressément d'une manière pour supprimer et subjuguer les peuples autochtones et racisés. Les torts causés par la mise en œuvre de ces lois continuent d'avoir des impacts principalement sur ces populations et de mettre en œuvre les pratiques d'équité et de respect des droits humains aurait des bienfaits pour tout le monde dans nos sociétés. En essayant de garder cette présentation très brève, je vais passer rapidement à nos intervenantes, mais quelques notes logistiques avant ceci. Si vous nous rejoignez en tant que journaliste, merci d'être présent. On vous demande de changer votre nom sur Zoom et commencer avec le emoji qui a été mis dans le porte-clavardage ainsi que le nom de votre compagnie ou votre média. Comme ça, nous allons privilégier les questions qui viennent des journalistes. Les personnes qui présentent auront aussi d'autres disponibilités pour des entrevues aujourd'hui et demain. Donc, vous pouvez nous contacter si vous voudriez les parler plus par après. Et si vous avez des questions et vous n'êtes pas une personne journaliste, vous pouvez les poser dans la fonction de questions et réponses et vous pouvez pouvoir voter sur les questions que vous voudriez voir répondre. Dans les prochaines 20 minutes, on va entendre des personnes de coalition intervenantes, DJ Larkin, Corey Ranger, Louis Letellier de Saint-Just et Maxime Bédard. Ils vont parler un peu plus au sujet de ce dossier, pourquoi nous avons pris la décision d'intervenir, ce qui sera présenté au cours suprême et le rôle des intervenants et intervenantes dans ce cours. Après ça, on va avoir du temps pour les questions. J'inviterai maintenant DJ Larkin, qui est avocate et directrice exécutive de la Coalition canadienne des politiques sur les drogues, de prendre parole. Bon matin, merci beaucoup. Je vais donner un survol rapide de pourquoi on se retrouve ici aujourd'hui. Demain, le 14 janvier, le Cour suprême du Canada sera demandé de déterminer le futur de l'acte sur les bons samaritains liés aux surdoses et leur décision va avoir des impacts à travers le pays pendant cette crise liée aux drogues toxiques. Cette loi a été adoptée en 2017 avec l'approche canadienne de santé publique vers l'utilisation de substances et ça limite les condamnations contre les personnes qui composent le 911 qui sont présentes à un événement de crise liée aux drogues toxiques. Le but de cette loi est clair, de réduire les méfaits, de sauver les vies, d'encourager les personnes de ne pas utiliser les drogues seules et d'appeler 911 en cas d'urgence. L'appel qui sera entendu demain suit d'une arrestation en 2020 qui a suivi un appel de 911 en Saskatchewan. Une femme qui démontrait des signes de toxicité de drogue. Les personnes qui étaient présentes ont fait ce qu'on veut que tout le monde fasse dans cette situation. Ils ont appelé le 911, ils ont offert des premiers soins, ils ont resté sur la scène et ils ont fait confiance aux protections qui leur sont données par ce loi.
Ils ont fait la bonne chose et sûrement que leurs actions ont sauvé la vie de cette personne. Mais, par contre, cette personne et tout le monde qui était présent ont été arrêtés par la police. Suite à ceci, le véhicule et les personnes ont été fouillés par la police qui ont amené à d'autres accusations criminelles. Et donc, la Cour maintenant a besoin de décider pour savoir si le, euh, les polices ont le droit de arrêter quelqu'un pour ces offenses, même si c'est impossible qu'elle reçoive une conviction liée à celle-ci. Pour y répondre, le cours va falloir considérer le but de la loi, la possibilité que le fait d'être arrêté sur la scène pourrait causer les personnes à avoir un délai ou ne pas appeler le 911 ou partir de la scène et de penser aux impacts de ces décisions sur les vies des personnes qui vivent des impacts liés à ces situations. Notre intervention va offrir un point de vue qui est enraciné dans les principes de la santé publique qui pourrait assurer que cette loi réussisse à remplir son objectif pleinement. Premièrement, les lois sur la santé publique sont là pas juste pour arrêter répondre à la risque de mort, mais aux autres torts qui peuvent être causés. Ils sont là pour assurer que les personnes qui prennent action dans cette situation comprennent les risques à lesquels elles font face. On ne devrait pas avoir besoin de cela pour comprendre ce qui arrive qu'on appelle au 911. On veut aussi que la Cour prend une approche rigoureuse dans leur analyse, que ça va au-delà des biais et les préconceptions au sujet des personnes qui utilisent des substances. Donc, nous offrons ces principes pour guider la décision qui vont décider le futur de ce loi sur les bons samaritains pour s'assurer que les personnes comme les personnes arrêtées en Saskatchewan ce jour-là vont appeler le 911 et vont pouvoir sauver la vie de leurs proches et de toute autre personne qui les entoure. Merci, DJ. On va maintenant appeler Corey Ranger. On va vous parler. Corey Ranger est un infirmier et un président de l'Association des infirmières en réduction des méfaits, un organisme qui met de l'avant le plaidoyer et la recherche. Merci beaucoup, Jessica, et merci, DJ. Au moins 49 000 personnes ont décédé de toxicité des drogues depuis 2016 et la source principale de ces décès sont une source de drogue qui ont des additifs qui sont ajoutés, qui sont non réglementés et qui causent des problèmes. Nous savons que une toxicité de la drogue et l'utilisation en isolation amènent à des torts irréversibles. Et la distribution dans naloxone est une des choses qui a eu le plus d'impact à réduire les méfaits liés aux surdoses. J'ai eu la chance de démontrer l'utilisation de naloxone à énormément de personnes. Quand nous faisons une formation, nous disons aux personnes qu'il faut rester avec la personne qui est en train de vivre une surdose, que de partir pourrait résulter dans leur décès et que la loi sur les bons samaritains vont les protéger. Dans différents lieux à travers le pays, il y a des affiches de la santé publique qui disent si vous croyez qu'il y a une surdose, il faut rester sur place, appeler 911 parce que les lois sur les bons samaritains vont vous protéger. Mais s'il faut changer cette information et dire si tu crois qu'il y a une surdose, appelez 911 et attends, mais peut-être les lois vont protéger. On va avoir beaucoup plus de torts irréversibles de but de protéger les personnes qui interviennent dans cette situation et la raison pour laquelle mon organisme est intervenu. Toute réduction dans la clarité de ces lois vont réduire le nombre de signalisations, ce qui en fait qui vont augmenter les incidences de décès et de d'autres effets irréversibles. Les personnes qui ont vécu les surdoses sont plus probables d'avoir des traumatismes au cerveau. Le temps qui est réduire le temps nécessaire pour appliquer le naloxone et faire des premiers soins améliore les résultats. Des intervenants et d'intervenantes dans le domaine de santé savent l'expérience de venir
essayer de venir à l'aide de quelqu'un qui est déjà décédé parce qu'ils n'ont pas reçu les premiers soins nécessaires et c'est très destructif. Il ne faut pas affaiblir la loi sur les bons samaritains si on veut réellement atteindre les objectifs du bien-être public. Merci, Corey. Je vais maintenant inviter Louis Letellier c'est juste pour reprendre la parole. Jessica. Bonjour à tous. L'apport de l'AIDQ au sein de cette coalition réside essentiellement dans sa mission qui est celle de soutenir, de développer et de promouvoir les pratiques d'intervention qui sont liées à la dépendance. L'AIDQ travaille au quotidien avec des personnes qui œuvrent, des intervenants qui œuvrent en première ligne, ainsi qu'avec des personnes qui ont et qui possèdent un savoir expérientiel. Nous collaborons aussi très étroitement avec les intervenants, les instances de santé publique et aussi les instances de sécurité publique. Il y a une chose qui demeure très claire aussi pour nous, c'est lorsque vient le temps d'interagir dans des contextes où il est question de possession simple, la question du doute, la confiance demeure très fragile. Alors, l'invitation du recours au 911, pour nous, n'a pas eu l'effet escompté à cause des craintes de se retrouver accusé de possession simple de drogue. Si on souhaite sauver des vies, une loi comme celle des bons samaritains doit être simple, totalement prévisible, tant ce qui a trait à sa compréhension qu'à son application. L'interprétation qui découle de notre expérience de la loi sur les bons samaritains ne fait donc aucun doute. Elle est claire, elle ne laisse aucune autre place qu'à celle d'une interprétation qui est celle de sauver des vies. On met en place une approche de santé publique et non de criminalisation. Je vous rappelle qu'une décision du Québec, une décision québécoise a été rendue en 2023 où on a renversé une accusation de possession simple alors qu'on intervenait dans un contexte d'application de la loi sur le bon samaritain. En modifiant la loi canadienne sur les drogues et autres substances en 2017, le gouvernement canadien exprimait sans aucune équivoque son intention de diminuer de façon importante les craintes de recourir au 911 dans un contexte de surdose. En faisant de cette sorte, en agissant de cette sorte, le gouvernement donnait aux intervenants de terrain un outil additionnel d'une importance capitale en matière de prévention et d'intervention des personnes qui font usage de drogue. Le rôle et les responsabilités des intervenants sont au cœur de l'application de la loi sur les bons samaritains. Les intervenants doivent être rassurés, être en mesure de bien informer les personnes qui font usage de drogue, non seulement sur les risques qui sont liés à l'usage, mais aussi sur les moyens dont elles disposent pour atténuer les conséquences néfastes de l'usage de substances psychoactives. C'est le principe de clarté auquel nous nous rallions et qui fait en sorte que nos actions de prévention vont pouvoir porter leurs fruits dans un contexte particulier de la crise des surdoses qui fait toujours rage et, je le rappelle, qui est toujours national. Merci. Et je passerai maintenant la parole à Maxime Bédard, un avocat avec Daniel Brown Law. Merci, Jessica. Bonjour, tout le monde. Je veux prendre quelques minutes pour, j'espère, clarifier le rôle d'un intervenant devant le Cour suprême. Une grande majorité des cas qui sont considérés par le Cour suprême, c'est une dispute légale entre deux parties. Dans ce cas-ci, c'est entre le gouvernement et M. Wilson. Et dans cette situation, le rôle du Cour suprême, c'est de répondre à une question légale qui leur permet de déterminer quelle partie devrait remporter ce cas. Mais étant donné que les décisions de la Cour suprême lient tous les autres cours de la pays, ces décisions ont presque toujours des impacts sur d'autres individus, d'autres groupes, au-delà des personnes qui sont impliquées dans le cas particulier. En plus, la méthodologie qui est mise en œuvre par la Cour suprême et qui a trait à tout énoncer quels fonds vont être utilisés par d'autres cours dans leurs décisions dans le futur. C'est donc crucial que le cours n'ait pas juste la bonne décision, mais que le processus de raisonnement qui les amène à leur réponse, et ceci prend la décision formelle écrite qui est publiée, que ça pousse la loi dans la bonne direction. Mais fréquemment, les parties initiales dans un tel cas n'ont pas tous
les connaissances nécessaires pour offrir la chance au Cour suprême de penser à travers toutes les nuances de ce dossier. Et c'est le rôle ici des intervenantes devant le cours. C'est pour offrir leur point de vue unique et experte. Le but d'une intervention, c'est d'assister le Cour suprême à prendre une décision et bien comprendre l'impact de leur décision au-delà des parties initiales. Mais ce qu'une personne intervenante ne peut pas faire, c'est de faire une expansion du portée, de demander au cours de demander à d'autres questions qui vont au-delà du dossier initial. Donc, dans notre cas, la décision principale qu'on demande au cours de décider, c'est de savoir si le police peut arrêter quelqu'un sur une scène d'une situation de surdose. Et en répondant à ces questions, nous croyons que le cours va avoir besoin de considérer les avantages et désavantages de permettre une telle arrestation. Donc, il faut que nous offrons un plus d'informations au Cour suprême des impacts que leurs décisions auront sur la sécurité publique, la santé publique. Et je vais maintenant passer par à DJ qui va parler un peu plus du but de notre intervention. Merci. Nous avons eu la chance d'entendre un peu plus au sujet de l'importance de réduire les méfaits, répondre rapidement, la nécessité de clarté, que les personnes puissent comprendre ce loi. Maintenant, nous tournons à une autre à notre intervention. Les cours prennent des décisions qui sont basées sur la loi et des efforts rigoureux. Ce ne sont pas des personnes militantes, elles ne prennent pas des décisions légères. Elles ont besoin d'outils analytiques et d'informations rigoureuses. Et quand ces choses sont absentes, comme pour nous tous et toutes, les cours peuvent adopter des décisions préjudiciées, basées dans le biais, qui ne sont pas basées dans des données probantes. Le travail des cours est encore plus important dans une question controversée comme les politiques liées aux drogues. Les questions liées à cette situation sont très complexes. Ça peut être difficile pour le public de savoir quelles informations sont bien fondées, lesquelles sont basées dans une stigmatisation. Et c'est aussi vrai dans un salle de cours. Nous ne disons pas ceci aux légères et je peux vous présenter une analyse qui a été faite en 2024 sur plus qu'une centaine de différents cas légaux au Canada qui ont inclus des informations qui étaient clairement basées dans des préjugés. Et donc, nous voulons demander au cours de mettre en question des informations qui sont présentées, qui sont fréquemment prises pour acquis, mais qui ne sont pas basées dans des réelles données probantes, qui peuvent causer des torts très réels. Ce qui est central dans ce cas-ci, c'est de vérifier si le fait d'arrêter des personnes sur une scène de crise liée aux drogues peut avoir des impacts sérieux et que le fait de faire face à l'arrestation ne serait pas une déterrante pour les personnes à appeler 911. Il y a des données qui démontrent très clairement que des arrestations pour possession simple ramènent à une augmentation des risques des surdoses. Et même si une arrestation n'est pas aussi dommageante que une condamnation peut quand même créer des délais dans un appel pour de l'aide. Et un délai de même quelques minutes peut avoir des conséquences désastreuses. Donc, nous demandons au cours de mettre en œuvre un cadre d'analyse qui demande réellement la source des différentes informations qui leur sont présentées et que ça soit réellement basé dans des données réelles. Le milieu d'une crise de santé publique qui prend plus d'une vingtaine de vies par jour, une loi des Monts-Samaritains peut protéger des individus à travers le pays, mais il faut s'assurer que cette loi réussisse à restreindre les effets néfastes et que les décisions qui sont prises sont basées sur les données probantes et non les préjudices et des informations qui sont prises pour acquis. Nous avons hâte d'avoir la chance de présenter nos arguments. Nous sommes heureux de pouvoir vous en parler de notre point de vue aujourd'hui et la décision qui sera prise par la Cour suprême va avoir des impacts sur des vies de nos proches à travers le pays dans le futur. Merci beaucoup, DJ. Nous allons maintenant ouvrir aux questions.
Nous avons environ 10 à 15 minutes pour les questions. Je peux vous rappeler que vous pouvez mettre des questions dans la fonction de questions-réponses et vous pouvez aussi voter pour les questions que vous voudriez voir répondues. La première question à laquelle je voulais mettre l'avant à nos panélistes, c'est pour une question de clarification. Si vous pourriez parler un peu de la différence entre une arrestation contre des accusations et des condamnations pour ceux et celles d'entre nous qui ne sont pas des experts légaux. Et qu'est-ce qui est arrivé à Saskatchewan avec M. Wilson et qu'est-ce que la couronne met de l'avant dans son argument dans la différence entre une arrestation, une accusation et une condamnation? Peut-être je demanderais à DJ Maxime, peut-être qu'il pourrait répondre. Oui, je peux essayer de répondre à ça aussi. La différence principale entre une condamnation et une accusation, c'est que la condamnation, c'est la finalité d'un processus judiciaire où quelqu'un est soit trouvé innocent ou responsable. Mais la nuance importante ici, c'est une différence entre une arrestation et une accusation, parce que normalement, ces deux choses ont lieu assez proches l'une de l'autre. Donc, il y a une décision qui est prise de poursuivre des accusations et une arrestation a lieu juste avant ceci. Une arrestation, c'est un standard particulier pour un policier ou une policière pour arrêter quelqu'un. Il faut passer certaines seuils pour prendre cette décision, mais ce qui peut devenir un peu complexe, c'est que différentes provinces ont différentes seuils qu'il faut franchir pour passer une arrestation. Une fois qu'une arrestation est faite, les policiers avec les avocats de la couronne peuvent décider de porter accusation, mais une arrestation n'amène pas nécessairement des accusations. Et pour une personne c'est ordinaire du public, c'est peu difficile des fois de comprendre qu'on peut se faire arrêter sans nécessairement se faire accuser d'un crime par après. Et DJ ou Maxime, est-ce que tu pourrais parler un peu plus au sujet du cas spécifique qui a eu lieu à Saskatchewan? Qu'est-ce qui est arrivé avec M. Wilson et qu'est-ce que la couronne a mis de l'avant dans ses arguments? Oui, ben, je suis à l'aise d'y répondre aussi. Ce qui est arrivé à Saskatchewan, c'est un groupe de personnes qui avait une utilisation de substance, puis ils ont appelé 911 parce qu'il y a un de leurs amis qui vivait une situation de surdose. Quand les policiers ont arrivé sur la scène, ils ont vu des signes d'utilisation de drogue qui est quand même assez surprenant pour un cas de surdose, mais peu importe ce qu'ils savaient au sujet de la loi sur les bons samaritains, la première chose qu'ils allaient faire, c'est d'arrêter toutes ces personnes pour possession. Simple. Ça leur donnait à ce moment-là le pouvoir de faire des fouilles sur les personnes et dans l'auto qui était présente. Et en faisant ceci, ils ont trouvé des évidences d'autres crimes. Parce que c'est important ici, c'est que la loi dit que les personnes ne peuvent pas être accusées de possession simple. Et c'est pas ça qui a été des accusations de Saskatchewan, mais ils ont utilisé l'arrestation pour ces crimes, pour trouver de l'évidence pour d'autres crimes. Et donc, ils ont utilisé une arrestation pour possession devienne une déterrant. Ça déterre les personnes d'appeler 911, aller à l'encontre du but de la loi. Et juste pour ajouter à ceci, quand vous appelez 911 pour un soutien médical en lien avec une urgence médicale liée aux drogues toxiques, essentiellement, on prend pour acquis qu'on est en train de révéler qu'il y avait un acte criminel parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui a ou avait possession d'une substance qui est contrôlée. Et donc, c'est pour ça que c'est important de faire clair que vous pouvez appeler 911 pour du soutien médical et que vous allez être protégé en le faisant. C'est très rare que quand quelqu'un appelle
911, c'est que la personne qui reçoit l'appel prend pour acquis qu'en arrivant qu'il y a un crime qui a eu lieu. Et donc, il faut répondre à ces appels comme urgence médicale parce que c'est ça qu'elles sont. Et cette loi protège les personnes de condamnations liées aux possessions des drogues. Et donc, c'est supposé éliminer ce risque pour que les personnes se sentent à l'aise d'appeler sans avoir cette pensée en arrière-plan. Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce qu'on va m'arrêter? Est-ce que je vais être chargé par les cours si j'appelle pour amener de l'aide à quelqu'un? Oui, merci beaucoup, TJ. J'ai une question de Dustin Godfrey, qui écrit pour le magazine Filter. Dustin a demandé, en reconnaissant qu'on ne peut pas ajouter au portée aux questions, est-ce que tu peux parler aux limites liées aux lois sur les bons samaritains, comme le fait que ça l'applique seulement pour la possession simple? Je peux répondre très rapidement, puis après ça, quelqu'un d'autre pourrait compléter. La question dans ce cas-ci, avec la loi sur les bons samaritains, c'est une section spécifique, 4,1, liée aux possessions simples. Donc, ça, c'est les questions principales qui sont posées au cours. Si, dans des cas futurs, nous pourrions utiliser cette section pour élargir ce que le police ne peut pas faire en répondant à une telle situation, ça, c'est une question pour le futur. Le langage qui est utilisé par le cours pourrait permettre aux organismes d'amener d'autres questions devant le cours liées à qu'est-ce que les forces policières ne peuvent pas faire, mais ça ne sera pas considéré dans ce cas précis. Il y a quelqu'un d'autre qui aurait quelque chose à ajouter sur cette question? Je dirais simplement, c'est un point que Louis Rion a dit, cette loi est déjà très limitée. Vous êtes une immunité pour la possession des drogues, mais c'est encore limité dans le sens que s'il y a de l'évidence pour d'autres crimes, vous n'êtes pas protégé d'être arrêté et accusé pour d'autres choses. Disons qu'il y avait quelque chose d'autre qui avait lieu sur la scène. Puis, dans certains sens, ça peut faire, ça peut être raisonnable, mais ça peut quand même causer de la confusion pour différents individus de bien comprendre c'est quoi les risques. Donc, oui, OK, je suis protégé vis-à-vis à une accusation de possession simple, mais pour d'autres accusations, c'est pas la même chose. Donc, ce qu'on demanderait, c'est que le cours fasse que la loi soit le plus claire possible. La situation est déjà complexe. Les personnes ont besoin de comprendre les risques à lesquels elles font face, qu'elles soient encouragées d'appeler le 911. Donc, on ne peut pas être accusé par la possession des drogues ou des conditions liées à la libération si c'était pour une possession. C'est déjà assez complexe, puis il faut simplifier pour que les personnes se sentent à l'aise de prendre l'action. Merci, DJ. Je vais revenir, Dustin, à la deuxième partie de ta question, mais avant ça, je vais aller aux questions de Daryl. La question de Daryl Greer du Presse canadienne. Est-ce que vous saviez combien de personnes à travers le pays ont été arrêtées à une scène de surdose après que la loi a adopté? Est-ce qu'on sait combien de personnes qui se sont retrouvées dans la même situation que Wilson? Et ça suit un peu la question de Omar du Toronto Star. Est-ce que tu peux nous dire comment que cette loi est interprétée de manière plus large? Est-ce que c'est un cas exceptionnel ou est-ce que ça amène plus fréquemment? Et j'ai aussi vu ton suivi, Omar. Je dirais juste une chose, je n'ai pas les statistiques au sujet de combien de personnes qui ont été arrêtées, mais c'est important de noter que le tort qu'on essaie de mitiger, c'est pas juste des arrêts non fondés sur un site de surdose, c'est aussi toutes les personnes qui n'appellent pas le 911 parce qu'elles ont peur de se faire arrêter. C'est ça, les personnes qu'il faut considérer, mais nous n'avons pas les statistiques à ce sujet, mais c'est certain qu'il y a des personnes à travers le pays dans les dernières années qui ont décidé de ne pas appeler le 911 par peur des impacts que ça pourrait avoir. Donc, il faut considérer ces personnes et pas juste les personnes qui se font arrêter. Oui, vas-y, Louis.
je souhaiterais ajouter un autre élément à ce que Maxime vient de mentionner. Si les statistiques, en fait, de mon côté, je ne les ai pas non plus, mais ce que l'on sait, c'est qu'on a rencontré au niveau des intervenants en dépendance, des intervenants sur le terrain, beaucoup de situations où les usagers nous disent qu'ils ont été harcelés par les policiers sur place. Pose de questions, des fouilles. Donc, une très mauvaise interprétation de ce que nous croyons être une législation claire. Mais alors déjà, il faut reconnaître le manque de formation, le manque d'information qui a été donné aux forces de sécurité publiques. Et c'est un des objectifs sur lequel on devra s'attarder dans les semaines, dans les mois à venir. Je suis curieux, Corey, dans ton expérience en offrant des formations pour l'utilisation d'Naloxone et en tant que personne qui travaille dans le domaine de la santé, est-ce que tu peux parler un peu plus au sujet de la réalité de communiquer le fonctionnement du loi et l'impact que son clarté peut avoir? Oui, et juste pour continuer un peu sur ce qui a été dit par DJ, c'est très important que l'information que nous offrons soit très claire et que nous essayons d'éliminer les complexités et conditions. Quand on parle avec les individus, quand on fait des formations, on dit on veut que vous appelez 911. Si vous appelez 911, vous n'allez pas vous faire arrêter pour possession. C'est un aspect très important de notre formation, mais même après, il y a des personnes qui nous disent que les policiers arrivent sur la scène d'une surdose, ils trouvent d'autres façons de rendre le difficile plus difficile. Ils peuvent saisir leur drogue, qui peut créer d'autres problèmes et d'autres torts possibles dans le futur. Ça a été démontré que ça augmente le risque de surdose pour les personnes. Donc, il y a d'autres impacts autres que la criminalisation. Et nous essayons d'être très clairs quand nous faisons notre formation, mais on essaie de faire absolument, c'est très, très, très clair qu'il faut rester sur scène. Tout délai en offrant de l'oxygène peut causer des torts irréversibles et même la mort de cette personne. Merci, Corey. J'avais une autre question de suivi de Omar. Je ne sais pas si les personnes auraient accès à cette information. Peut-être un suivi qu'on pourrait faire. Est-ce qu'il y a une différence entre l'interprétation de la GRC contre les forces d'ordre municipales? Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous saviez ou on pourrait faire un suivi plus tard. Je dirais simplement que c'est très difficile de savoir. Normalement, en effet, c'est assez rare que les données soient récoltées et rassemblées vis-à-vis les forces de la GRC régionaux et les ordres municipaux. Donc, cette donnée existe des fois au niveau local, on ne voit pas des données agréées au niveau national. Et même avec la GRC, il y a une juridiction fédérale, provinciale, il y a même des contrats spécifiques pour certaines localités. Donc, ce que nous avons besoin, une des choses les plus importantes, c'est de s'assurer que l'interprétation du cours que ça soit une qui demande la question comment est-ce qu'on peut faire le plus pour prévenir les méfaits. Et donc, par après, de déterminer avec ceci comment que les forces de l'ordre devraient agir sur la scène d'une surdose pour s'assurer que l'interprétation de cette loi promouvoit la possibilité que les personnes appellent 911 à ce moment. Pour faire de pouce sur cette idée de clarté, un avantage du fait que la Cour suprême vont entendre le dossier, c'est que sa décision sera appliquée à travers le Canada. On l'espère de manière uniforme. Donc, sa décision peut faire une grande contribution à s'assurer que les forces d'ordre à travers le pays répondent d'une manière plus uniforme. Merci beaucoup. Pour revenir aux questions d'Austin tantôt, il y avait une question de suivi. Alors, je me demandais si vous trouvez
que les lois Bon Samaritain seront maintenues, étant donné une situation où il y a de plus en plus de résistance aux réductions de méfaits, particulièrement si le Parti conservatrice pourrait prendre pouvoir dans les prochaines élections. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait essayer d'y répondre. Est-ce que tu pourrais simplement répéter la question? Je ne suis pas 100% certain de l'avoir compris. Donc, Dustin a demandé si les panélistes croyaient que ces provisions de Bon Samaritain étaient à risque vu qu'un climat de plus en plus hostile envers la réduction de méfaits, particulièrement avec le Parti conservateur du Canada qui est en avance dans les sondages et que nous attendons une élection cette année. Donc, juste de votre point de vue, est-ce que ces lois, au-delà de ce dossier spécifique, sont-elles à risque? Permettre d'intervenir en laissant à DJ, à Maxime, à Corey aussi la chance de commenter. Bien sûr qu'on est inquiet de l'arrivée d'un éventuel gouvernement conservateur. Par contre, on a aussi la conviction que la loi sur les bons samaritains est une loi qui répond très bien aux questions de santé publique, de l'approche de santé publique en matière de prévention, en matière de politique sur les drogues. Sauver des vies. Tout ça s'est fait dans un contexte de crise des opioïdes, de crise des surdoses. La crise, je l'ai mentionné tout à l'heure, elle est toujours nationale. Bien sûr, on ne peut pas, si on a un gouvernement conservateur, majoritaire lors de la prochaine élection, il ne faut pas être dupe, ça sera très difficile pour nous. Par contre, je pense qu'il faut être aussi très confiant de la nature même et de l'importance de ces mesures pour combattre la crise elle-même. Alors, pour nous, s'il faut éventuellement retourner devant les tribunaux, comme on le fait, par exemple, dans le dossier Insight en 2011, on le fera. Et on a des assises légales, je pense, pour qu'un tribunal, comme la Cour suprême, puisse trancher en faveur d'une approche de santé publique. Je pense que j'ajouterais, je ne sais pas si c'est utile pour nous d'essayer de prévoir qu'est-ce qui pourrait avoir lieu dans le futur, mais nous sommes déjà dans une régression, une réaction négative envers la réduction de méfaits. Je ne suis pas confiante que nous sommes à l'abri présentement, même sans un changement de gouvernement. On voit une réduction dans la discrimination au Colombie-Britannique. On voit des politiques très négatives en Alberta, des fermetures de sites d'utilisation sécuritaire en Ontario. Ces choses ont lieu présentement. Donc, je ne vais pas passer trop de temps à traiter les troubles du futur. On a besoin d'agir maintenant pour protéger les lois comme la loi des bons samaritains sur les services qui aident à maintenir la sécurité de la population et il va falloir mener ce combat dans le futur si il faudra le faire dans le futur aussi. Merci, Corey. J'ai une question pour DJ, mais liée aux préjudices ou des acquis dans les dossiers, dans les cours. DJ t'a dit qu'on voulait pousser les cours à prendre des décisions basées sur les données probantes. Et c'est quoi les acquis ou les suppositions que vous voudriez qu'ils évitent de mettre en œuvre? Donc, une chose qu'on voit assez fréquemment dans les décisions qui sont prises, c'est l'idée que la possession simple des drogues, c'est le problème de santé à laquelle il faut répondre et que ces actions des forces policières de prendre les drogues, arrêter quelqu'un a des impacts positifs. Puis ça peut sembler comme du bon sens parce que c'est ça que le système criminel nous a mis en œuvre, mais ce n'est pas soutenu par les données. L'enjeu principal vis-à-vis de la sécurité, c'est les problèmes avec une source de drogue qui est non réglementée. Les personnes vivent des séquelles négatives liées à ceci. Il y a beaucoup de données qui démontrent une corrélation entre l'arrestation, de prendre les drogues, d'augmenter les risques de surdose et urgences médicaux liés aux
substances toxiques. Et donc, dans le système judiciaire, on voit cette idée acquis qui est mise en œuvre régulièrement. Mais c'est important que les cours aient les outils pour mettre cette idée en question, particulièrement pour cette loi qui a le but de protéger la santé publique. Il faut poser la question de comment on interprète cette loi pour s'assurer que ça remplit cet objectif et c'est quoi les enjeux principaux à lesquels il faut répondre quand quelqu'un appelle 911. Et l'enjeu principal, c'est de sauver les vies, de réduire les méfaits, d'encourager les personnes à rester sur scène. Donc, il y a d'autres hypothèses, d'autres idées présumées qui peuvent être impliquées, mais il faut mettre en question cette idée que dans les interactions avec les policiers, y a-t-il des risques que ça va arrêter quelqu'un d'appeler le 911 dans une future instance? Merci, DJ. Je reconnais l'heure. C'est peut-être une question pour Maxime. Donc, c'est quoi l'intervention? C'est quoi l'échéancier qui est prévu pour une décision sur ce dossier? Donc, peut-être plus d'informations sur ce qui s'en vient. Donc, la présentation sera demain. Donc, les deux parties principales auront 1 heure pour faire leur soumission. Puis après ça, ça serait aux intervenants et intervenantes. Cette fois-ci, il y a 6 d'entre nous, 6 différents organismes qui interviennent pour donner leur propre point de vue. Nous en serons une. Nous avons 5 minutes pour faire une soumission, comme DJ disait, l'importance de la clarté, de mettre en question certaines idées acquises. On pourrait répondre à des questions. On espère avoir une panel de 9 justices qui sont intéressés par le cas. On va pouvoir répondre à leurs questions. Après, les juges vont se retirer et ils vont voir qui est en faveur des différentes position. Disons que c'est unanime. Ils vont nommer quelqu'un pour écrire la décision. Les juges vont faire des allers-retours, offrir leurs commentaires. Quand c'est prêt à être publié, à ce moment-là, on va savoir exactement qu'est-ce qu'elle pense du dossier et on espère que la décision reflètera les points de vue qu'on a mis de l'avant. Mais normalement, on s'attend que ça prend environ une période de 6 mois avant qu'un jugement soit publié. Merci, Maxime. Et juste comme question finale, peut-être pour Corey ou DJ ou Louis, peut-être plusieurs d'entre vous, qu'est-ce que vous espérez voir comme résultat? Ce que nous espérons voir quand même simple, c'est qu'il n'y a aucune réinterprétation du loi sur les bons samaritains qui cause confusion, qui ajoute aux complexités, qui cause une situation dans laquelle les personnes se remettent en question avant d'appeler 911. Donc, on ne veut pas retourner dans une situation où on arrivait sur scène, où l'action était donnée, mais les personnes n'ont pas resté sur scène. Ça augmente les risques pour les traumatismes cérébraux. Et donc, on veut s'assurer que la loi soit le plus claire possible pour que les messages de santé publique sont le plus clairs possible, qu'on encourage les personnes à s'entraider et maintenir leur sécurité collective en attendant que les premières répondantes arrivent. En ce qui nous concerne, ce sera une décision qui sera attendue avec impatience. On souhaite que la Cour suprême puisse rendre sa décision rapidement parce que ça va faire en sorte que nos intervenants, nos usagers de drogue vont être rassurés et on va pouvoir agir à la fois au sein même de nos organisations communautaires ou publiques, mais aussi de concert avec les instances de santé publique et les instances de sécurité publique. Alors, c'est vraiment ce que nous attendons avec impatience et ça va donner un second souffle à la loi actuelle, la loi sur les bons samaritains. Donc, une clarification de son objectif, de ses objectifs, de son application, avec laquelle nous sommes déjà passablement en accord. Nous sommes tous d'accord sur la clarté, mais il faut que ce soit répété
et ce sera la Cour suprême qui le fera. DJ, dernier point de vue. Je dirais en tant qu'organisme politique, nous avons besoin d'action au niveau national. Le Cour suprême du Canada est l'instance avec un impact national. Et donc, nous espérons qu'elles vont donner une guide claire pour les décisions qui sont prises à tout niveau du système judiciaire à travers le pays, s'assurer que cette loi est bien mise en œuvre et qu'elle fonctionne. Le cours a la chance, la possibilité de décider dans ce cas-ci pour guider les autres cours, pour réduire les méfaits, sauver les vies des membres de nos communautés, de nos proches. Et nous espérons avoir la chance de leur offrir une cadre analytique qui vont leur permettre de prendre une bonne décision. Merci, DJ. Merci à tout le monde pour votre présence, d'avoir venu pour apprendre plus à ce sujet. Nous avons fait l'enregistrement de cette discussion et on va le partager avec tout le monde qui a participé et on va aussi le partager dans nos médias sociaux. Je suis désolé que nous n'avons pas eu la chance de répondre à vos questions. On en avait beaucoup, mais on apprécie vraiment que vous étiez présents ici avec nous. Merci et bonne journée.